Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un fait d'actualité récent qui concerne le Maroc et l'Espagne. Il s'agit de l'arrivée de plus de 5000 migrants dans la colonie espagnole de Ceuta. C'est un record historique et ça démontre un changement d'attitude du Maroc à l'égard de ce pays qui a multiplié les faux pas diplomatiques ces derniers mois. On peut notamment citer quelques-uns de ces faux pas. Il y a tout d'abord les menaces des représentants des îles Canaries lorsque le Maroc a décidé d'étendre son espace maritime le long de son territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Espagnols essaient de s'accaparer les ressources maritimes de la région, notamment autour du mont sous-marin des tropiques qui est riche en métaux précieux. Ce mont se situe clairement dans la zone maritime marocaine, mais les Espagnols prétendent qu'il fait partie du plateau des îles Canaries. Or, selon le droit international, la revendication de plateau continental ne s'applique qu'aux pays et non aux archipels comme les îles Canaries. Les députés européens espagnols ont même adressé une plainte officielle au Parlement européen en parlant d'extension illégale de l'espace maritime du Maroc dans les eaux des îles Canaries. Le communiqué décrit aussi le Sahara comme, je cite, un territoire illégalement occupé en violation du droit international. Encore une fois, je pense que les Espagnols sont pires que les dirigeants algériens sur la question du Sahara parce qu'ils font leur manigance derrière le dos des Marocains. Ils te sourient et te serrent la main quand il est question de projets de centrales solaires à Midelt, de contrats pour produire des bus à Casablanca ou une unité de dessalement d'eau à Agadir, mais quand il est question de soutenir la souveraineté du Maroc sur son territoire, ils ne sont plus là. Ils te diront qu'ils sont neutres sur ce sujet, mais être neutre, c'est prendre parti. Donc les Espagnols sont les plus gros hypocrites de la Terre. Il y a un deuxième faux pas diplomatique plus récent qui est la réaction disproportionnée de l'exécutif espagnol face à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Trump. Ils ont complètement été pris par surprise. Ils ne s'attendaient absolument pas à cette annonce qui a eu comme effet de faire tomber les masques. Il y a eu tout d'abord le leader de Podemos, la gauche espagnole, qui a critiqué ouvertement le Maroc en parlant de pays qui martyrisaient les Sahraouis, alors que le PIB par habitant dans les provinces du Sud est l'un des plus élevés du Maroc. Les Sahraouis ne paient pas d'impôts, c'est-à-dire que tous les projets structurants comme le grand port de Dakhla, l'unité de dessalement d'eau de l'Ayoun, les 4 barrages pour l'irrigation et l'agriculture, la voie express Tiznit-Dakhla, tous ces projets sont financés par le contribuable marocain des provinces du nord du pays. Mais pas seulement, il y a aussi des écoles, des hôpitaux. Je peux notamment citer l'immense chantier du CHU de l'Ayoun qui sera le plus grand hôpital universitaire de toute la région du Sahel et va permettre de former tous les futurs médecins de la région. C'est encore une stratégie brillante du Maroc pour faire de l'Ayoun un hub pour la médecine à destination des pays de la région du Sahel et de l'ouest de l'Afrique. Le Maroc est reconnu dans toute l'Afrique pour la qualité de ses infrastructures médicales. J'imagine que vous avez tous entendu parler de cette Malienne qui a accouché de 9 bébés à Casablanca. Elle n'est pas allée à Alger ou à Nouakchott, mais bel et bien à Casablanca, car le gouvernement malien savait qu'elle serait entre de bonnes mains dans un pays qui est à la pointe de la technologie dans le secteur médical. On a parlé de cette dame jusqu'aux États-Unis sur CNN, ce qui contribue à la renommée du pays à l'étranger. Donc je dis bravo au Maroc pour cette stratégie de développement des infrastructures de santé dans le pays. D'ailleurs, la couverture universelle, la couverture médicale universelle qui est en cours de développement, va attirer des investissements étrangers dans le secteur, ce qui va contribuer à booster cette stratégie de soft power. Il y a beaucoup de détracteurs qui disent que le Maroc finance tous ces projets grâce au phosphate qu'il exploite dans le sud. Ces gens doivent savoir que le phosphate du Sahara ne représente que 2% du revenu de l'OCP. Dans ma vidéo où je parle de l'OCP et que je vous invite à visionner, je dis que le profit de l'entreprise s'est élevé à 500 millions de dollars en 2020. Donc 2% de 500 millions de dollars, ça fait 10 millions de dollars de profit dans les provinces du Sud. Rien que la voie express qui traverse le territoire va coûter au Maroc 1 milliard de dollars. La pêche, quant à elle, représente un revenu annuel de 400 millions de dollars, somme sur laquelle le gouvernement marocain ne prélève aucune taxe. Donc parler d'exploitation du peuple sahraoui est une vaste blague, mais ces Espagnols et leurs alliés ne reculent devant rien pour se ridiculiser. Il y a aussi du côté espagnol les nombreuses lettres adressées à l'administration Biden pour annuler la décision de Trump et mettre fin, je cite, à l'unilatéralisme des États-Unis. Encore une fois, ça montre qu'il y a toujours eu consensus des anciennes puissances coloniales autour du Maroc. Les Espagnols ont toujours craint le Maroc à cause de l'histoire. J'ai rappelé dans une précédente vidéo comment les braves Rifains leur avaient mis une correction dans les années 1920. Ils ont dû appeler la France à la rescousse parce qu'ils n'avaient pas les capacités pour combattre les Rifains à armes égales. Ils avaient besoin des bateaux et de l'aviation française.
Les Espagnols savent que le Maroc revendique Ceuta et Melilla et que le pays est malheureusement trop occupé à défendre son Sahara. C'est la même stratégie que les Algériens qui pensent que les Marocains vont réclamer la restitution de Tindouf et Béchar dès que le pays aura sécurisé son Sahara. Je pense que l'Algérie s'est débarrassée de tous les Marocains de la région dans les années 75 pour se prémunir d'éventuelles revendications de rattachement au Maroc de ces provinces. C'est un nettoyage ethnique en bonne et due forme. Donc je pense qu'il n'y a plus de Marocains à Tindouf et Béchar aujourd'hui. Ou peut-être que si le Maroc dépasse l'Algérie économiquement, on apprendra qu'il y a toujours des Marocains là-bas et qu'ils veulent rentrer dans la mère patrie. Qui sait? Pour revenir aux Espagnols, plus de 40% de la population des colonies de Ceuta et Melilla sont des musulmans marocains. Donc l'Espagne se réjouit du statu quo au Sahara car tant que le Maroc sera occupé par la question du Sahara, l'Espagne pourra conserver ses colonies au nord du pays. Je pense qu'il y a aussi une alliance cachée en Europe pour bloquer le développement du Maroc, pour éviter que l'économie du Maroc ne rattrape l'Espagne, car si cela arrive un jour, les habitants de ces villes-colonies se tourneront vers le Maroc qui présentera un meilleur potentiel économique pour eux. La démographie des deux villes change à une vitesse extraordinaire. Je pense qu'à long terme, quand l'Espagne réalisera qu'elle est à deux doigts de perdre les villes, elle proposera une cogestion pour s'assurer du contrôle de la région, certes partiel et partagé, mais un contrôle quand même. On voit déjà les conséquences du changement démographique dans les villes avec le démantèlement des statuts de Franco, le dictateur espagnol, qui dénote un changement de sensibilité. L'autre facteur, c'est la montée du parti extrémiste Vox, qui est une réaction de la population espagnole à la montée de l'immigration. Un peu comme en France avec Le Pen. Le vote d'extrême droite est une réaction de survie des Blancs face à la montée en puissance et en volume des minorités. Et donc pour contrecarrer cette alliance de bandits, d'ex-colons, le Maroc se tourne vers l'Afrique. Et cette stratégie a été gagnante jusque-là pour le pays. Le Maroc décroche des dizaines de contrats sur le continent, ce qui est une très bonne chose pour le pays. Enfin, le dernier des faux pas en date a été d'accueillir le séparatiste marocain Brahim Ghali sous le prétexte de la raison humanitaire. Je dis marocain parce qu'il est né à Marrakech. L'Espagne a été très maladroite et inconsciente de la gravité de ce geste, surtout que le leader des rebelles a été transféré sous une fausse identité. Ça prouve que l'Espagne a toujours joué un double jeu avec le Maroc. Donc rien ne va plus entre l'Espagne et le Maroc. La réaction du Maroc a été d'une ampleur jamais vue. Tout d'abord, le pays a annulé la grande réunion des gouvernements des deux pays où il était question de la délimitation des zones maritimes, mais aussi de l'immigration et des grands projets à venir dans le pays. L'autre arme du Maroc, c'est la soupape de l'immigration. Il y a eu tout d'abord ces vagues de migrants sur les îles Canaries qui ont été d'une ampleur inédite, et plus récemment ces invasions des deux colonies de Ceuta et Melilla par plus de 5000 migrants en une journée, ce qui représente une augmentation de 7% de la population des villes. Le Maroc ne veut plus être le gendarme de l'Europe. Depuis la confirmation de Biden que les États-Unis ne reviendront pas sur la décision de Trump, le Maroc n'a plus besoin de se soumettre à l'Europe qui n'a eu de cesse de profiter de la situation du Sahara pour obtenir des faveurs du pays. Je vous invite d'ailleurs à visionner mon autre vidéo qui explique les raisons pour lesquelles l'économie marocaine n'arrive pas à opérer un décollage à la chinoise malgré les nombreux atouts du pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de l'Espagne dans la section des commentaires. À bientôt!